Des chaleurs du désert au sommet des montagnes, des jungles amazoniennes aux jungles urbaines, dans les airs ou sous les mers, les soldats français interviennent partout. Avant même de combattre, leur premier défi, s'adapter au milieu hostile dans lequel ils vont évoluer. Dans cette première partie du Journal de la Défense, nous vous emmenons au cœur de la forêt amazonienne. Des légionnaires y ont suivi l'une des formations les plus difficiles au monde. Puis retour en France, où des unités de l'armée de terre sont formées au combat en zone urbaine. Théâtre principal des conflits d'aujourd'hui, la ville peut devenir le lieu de tous les dangers. Il y a 5 semaines, ils étaient 118. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 73. Dans la jungle amazonienne, la température avoisine 27 degrés. L'humidité de l'air dépasse 90%. Au centre d'instruction de la guerre en jungle, Brésiliens, Vénézuéliens, Argentins, Sénégalais n'ont plus de nom ni de grade. Juste un numéro pour les identifier. 11, são poucos cavaleiros que saem, viu, 11? São muito poucos. Parmi eux, 2 légionnaires. Le numéro 13, le lieutenant Bastien, et le numéro 41, le sergent Pablo. Fatigue et faim font partie de leur quotidien. Pourtant, ils sont tous volontaires et ont un objectif commun, devenir des combattants de la jungle. 20 minutes. L'objectif de cet exercice, c'est d'apprendre à construire un radeau avec le bois de la forêt et des cordes. Ils pourront se déplacer sur le fleuve en transportant leur pactage et leur armement. Et tout ça se fera à la nage. Cet exercice est important car il les prépare à des missions d'infiltration aquatique. Si le stagiaire doit se déplacer d'un point à un autre, il doit être capable d'utiliser les moyens que lui offre la forêt. D'où la construction d'un radeau pour se déplacer. La principale difficulté, c'est le manque de temps. Les stagiaires ont peu de temps pour construire ce moyen de transport. La forêt amazonienne, la plus vaste du monde, est recouverte par une végétation très dense et renferme de nombreux fleuves et rivières. 70% du stage se passe dans l'eau ou sur l'eau. Qu'est-ce qui est difficile là? La pression de l'instructeur qui trouvait qu'on nageait pas assez vite. Et vous avez mis combien de temps pourtant? Là, 1h30 je crois, quelque chose comme ça. C'est un bon temps? J'ai pas la notion exacte. Normalement c'est moins de 2 heures. Oui, voilà, oui, non, ça passe. Bon, on est arrivé les premiers d'ailleurs, mais c'est quand même pas assez rapide. Et donc là on remet des vêtements mouillés quoi? Oui, bon, c'est pas le problème. Donc on passe la journée avec des vêtements mouillés? Oui, mais c'est assez habituel, donc ça change pas. La difficulté principale, c'est de savoir quand les stagiaires atteignent leurs limites physiques. Car nous poussons parfois les individus jusqu'à leurs limites et nous avons peu d'outils pour la mesurer. Chaque cas est particulier. Du coup, on se base surtout sur l'expérience, mais aussi sur des tests sanguins réguliers et divers protocoles de contrôle. Malgré cela, les élèves ont tellement envie de réussir leur formation qu'ils peuvent cacher leurs problèmes de santé, parfois à leurs risques et périls. Les stagiaires français sont très bons, comme ceux venant d'autres pays qui ont l'expérience du combat. Ils ont les bons réflexes. Pendant 11 semaines, leur vie est rythmée par les coups de sifflet et les cris des instructeurs brésiliens. Le physique et le mental sont mis à rude épreuve. Amolado? O senhor passa aqui a mão aqui para o senhor ver. Passa a mão por aqui para mim. Isso é corte, Alano? Les stagiaires sont plongés dans les conditions réelles du combat. Isso aqui que é corte, Alano? L'ennemi peut attaquer à tout moment. Aucun relâchement n'est permis. Olha o estado desse facão aqui. Même pendant le repas.
Senta, aluno, senta! Às 13h01. O senhor tem exatamente 5 minutos para fazer sua refeição. Dúvida? Não tem tempo não, viu, xerife? Pode ficar tranquilo. Não pode beber rápido. Não quero ver sobrar suco. Suco para tomar todo. Todinho. Suco todinho. Lors du combat en jungle, l'une des difficultés est l'absence d'espace permettant le poser d'un hélicoptère. Le déploiement du combattant peut sembler limité. Le fleuve devient le chemin d'infiltration privilégié. Au terme de la formation, seuls 38 stagiaires ont obtenu le brevet de combattant de la jungle. Le lieutenant Bastien et le sergent Pablo étaient parmi eux. Aujourd'hui, ils servent tous les deux au 3e régiment étranger d'infanterie, dans l'enfer vert de la Guyane française. Grozny, Beyrouth, Fallujah, Mogadiscio, Kaboul, Gao. Conséquence d'une urbanisation croissante, la guerre peut aujourd'hui se faire dans les rues, dans les maisons et sur les toits des immeubles. La ville, centre d'intérêt politique et économique, est devenue le lieu à surveiller, à conquérir ou à défendre. Près de Reims, le centre d'entraînement aux actions en zone urbaine prépare les forces françaises au combat de haute intensité au cœur des villes. Le combat en ville est un des plus intenses et des plus meurtriers. La menace est partout. Elle peut surgir des caves, des égouts, des impasses, des toits. Après la construction de 2 villages dédiés à l'entraînement, le Sanzub s'est doté d'un complexe de tir en zone urbaine en 2012. Unique en Europe, le site permet aux forces françaises de s'entraîner sur 9 champs de tir différents. Dans la peau d'une force ennemie, des militaires spécialisés dans le combat urbain s'exercent à balles réelles. Lors du combat en ville, le rapport de force est faussé. Un tireur adverse peut, à lui seul, stopper plusieurs hommes. Le problème du combat en zone urbaine, c'est que l'engagement, en général, est dû à très courte distance. On privilégie le fait de conserver l'ascendant sur l'ennemi, de conserver le regard en direction de l'ennemi et de faire son compte-rendu à haute et intelligible voix. Si nous avons un retour sur le compte-rendu, je n'ai pas à détourner ma tête de la direction où a eu lieu l'engagement. Reçu, 300, ouverture à gauche. Fenêtre ouverte. 300, tu continues, ouverture d'angle. Quand on tire à très courte distance sur des objectifs qui se dévoilent au 1er étage, 2e étage ou autre, on enseigne aux tireurs de viser systématiquement à hauteur de la tête, de façon à compenser l'anthrax, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre sa ligne de visée ou optique et son canon, de façon à être sûr de toucher l'objectif et non pas le montant inférieur de la fenêtre. 300, un ennemi abattu, fenêtre multiple, dans l'ouverture sur 3 étages. La progression du combattant est lente. 300, reprise en progression. Porte, fenêtre, chaque ouverture représente une menace. Le soldat utilise 3 fois plus de munitions que sur un autre type de terrain. Une bonne logistique est vitale. Je reprends ma place. Ok. Le soldat peut aussi évoluer dans des espaces clos et sombres. Allez, ok. L'ennemi peut surgir à tout moment. Zakmer, un ennemi abattu. Le combattant doit agir vite et avec discernement. Le Zakmer, un ennemi abattu. L'effet de surprise n'a pas sa place. Ok, ça marche, on continue de progresser. Le tir azur, c'est de mettre le tireur face aux situations probables de détection de l'ennemi
c'est-à-dire apprendre à tirer à partir d'une ouverture réduite, de pouvoir engager un objectif sur les hauteurs, découvrir un certain nombre de compartiments de terrain en appliquant des techniques simples. Il faut être à la fois bon tireur, il faut être aussi méthodique et bien sûr prendre en compte la spécificité du tir en zone urbaine, le tir à très courte distance, le tir à partir d'un ouvrage particulier, prendre en compte l'environnement de la fenêtre, etc. pour être à la fois protégé et être sûr de pouvoir voir, tirer et donc de toucher l'objectif. Les actions militaires en milieu urbain sont très physiques et vite épuisantes. Le combattant inspecte chaque recoin. Il monte escaliers et échelles, saute par les fenêtres, franchit barrières et murets. Le poids de son équipement ne doit pas être un obstacle à sa progression. La particularité du combat en ville est la présence de la population civile et son imbrication inévitable avec les forces. Il faut discriminer l'ami de l'ennemi, de la population, savoir s'il est opportun ou pas de lancer une grenade avant de pouvoir pénétrer dans une pièce pour pouvoir la reconnaître. Voilà. Ce sont tous des... C'est de l'intelligence de situation qui est demandée jusqu'au plus bas échelon. Aujourd'hui, en 2015, la planète compte 30 mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants. D'ici 10 ans, elle devrait en compter 37. Si cette tendance se confirme, les interventions militaires pour protéger villes et populations en cas de conflit à l'étranger devraient, elles aussi, s'accroître.